Bonjour, allez, sortie du XT50, il était un peu attendu, hein. On va dire que c'est le premier boîtier à objectif interchangeable, attention, hein, de 2024, puisque qu'est-ce qu'on a eu avant, là, depuis cette mi-mai? On a eu le X106, toujours de Fuji d'ailleurs. Bon, mais il n'est pas objectif interchangeable, donc moi ça m'intéresse un petit peu moins d'en parler, donc, même si j'ai fait une vidéo dessus sur cette chaîne, et ça ne m'intéresse pas à moi d'en acheter un, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? En janvier, OM System OM1 Mark II, autant dire une mise à jour à 2500 €. Hein, parce que quand on voit ce que vient de faire Panasonic en termes de mise à jour sur le S5 et le S5 2X, il y en a plus dans cette mise à jour de Panasonic que dans celle d'OM System du mois de janvier avec ce pseudo nouveau boîtier. Voilà, bon, donc, et c'est gratuit en plus chez Panasonic, je veux dire, donc fin de l'histoire. Donc ce XT50 est bien le premier boîtier à objectif interchangeable qui sort aujourd'hui en 2024. Alors, on va analyser rapidement quand même où il se place dans la gamme. C'est assez simple maintenant chez Fuji, on a une gamme clairement, on va dire, alors je ne vais pas dire entrée de gamme parce que vu les prix, milieu de gamme avec le XS20 et ce nouveau XT50. Et puis on a le haut de gamme avec le XT5 et le doublon XH2, XH2S. Alors, du coup, ces deux familles sont divisées en deux sous-familles, c'est-à-dire on a la sous-famille des boîtiers plus consacrés à la photo, alors tout est relatif parce que ils sont tous très bons en photo, c'est pas le problème, mais au niveau d'une certaine ergonomie, on va dire, et du capteur aussi, on va en parler, ils sont plus consacrés à la photo, donc ça c'est le XT5 côté haut de gamme, et c'est ce nouveau XT50 côté moyenne gamme. Et puis on a les boîtiers plus hybrides dans l'âme, c'est-à-dire qui sont un peu plus polyvalents photo-vidéo, même si encore une fois il reste très performant en photo. C'est donc le cas du XS20 et du doublon XH2, XH2S. Voilà, donc où il se situe. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à son prédécesseur, on va dire? Alors là, c'est un peu compliqué parce que le prédécesseur, il date quand même d'il y a un sacré bout de temps. Donc, évidemment, il apporte vraiment beaucoup techniquement de choses nouvelles. Alors maintenant, il faut voir dans la gamme, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins que son grand frère le XT5, par exemple, ou qu'un XS20. Et puis on va parler du prix, bien entendu, et puis en fin de vidéo, on parlera de la concurrence quand même qui existe, même si je pense que les gens qui sont chers à Fuji n'iront pas à la concurrence, n'empêche que des gens qui hésiteraient peut-être, on va voir, justement, on en parlera à ce moment-là. Donc, alors, techniquement, où ça le met dans la gamme? Ça le met classiquement. C'est comme ça chez Fuji depuis longtemps. La série XT à 2 chiffres récupère l'ensemble capteur, processeur, une partie des performances du XT à 1 chiffre. Et donc là, c'est le cas puisqu'il embarque le capteur 40 mégapixels, bien entendu, et le nouveau processeur. Et aussi, je n'ai pas parlé évidemment de l'autofocus, mais l'autofocus, là, c'est le même sur toute la gamme Fuji, on va dire, excepté XH2S qui est un autofocus plus rapide dû à son capteur empilé. Voilà. Alors, il bénéficie évidemment des dernières avancées de l'autofocus de Fuji, qu'on a pu voir peut-être sur le X106 notamment. Bon, c'est quand même tout près de ce que fait un XS20, voire un XT5, bien sûr. Ensuite, ce qu'il apporte de nouveau dans cette série XT à 2 chiffres, là pour le coup, c'est la stabilisation. Et ça, c'est quand même bien, vraiment, parce que ça manquait peut-être un peu dans cette gamme-là. Surtout que, visiblement, la politique de Fuji, c'est qu'ils se mettent à enlever la stabilisation sur des objectifs renouvelés. Alors, j'ai en tête, évidemment, le nouveau 1650, qui a l'air d'être un très bon objectif. Le 1650 f2.8-4.8 n'est pas stabilisé, alors que son prédécesseur, qui était le 1855, il était stabilisé. Donc du coup, Fuji part du principe que maintenant leurs boîtiers sont tous stabilisés et donc
En tout cas, sur les focales intermédiaires, il n'y a plus besoin de stabilisation. Alors c'est un choix, hein, voilà. Moi, à titre personnel, j'ai eu des Fuji avant, des Sony, donc voilà, c'était la même chose effectivement. Et là, maintenant que je suis chez Canon, j'ai découvert les bienfaits de la double stabilisation, même sur les focales standards, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est encore un step au-dessus, hein, très clairement. Donc voilà, bon, cette petite remarque mise à part, il a la stabilisation et c'est pas rien parce que dans un petit boîtier comme celui-ci, arriver à mettre une bonne stabilisation, ben, c'est quand même un petit exploit technique. Donc ça, c'est un avantage, c'est sûr. Alors après, en termes d'autofocus, on l'a dit, la dernière version Fuji. Alors on peut reparler un petit peu de l'autofocus rapidement de Fuji. C'est un autofocus qui, dans ses dernières versions, en photo, s'approche de près hein, des meilleurs, que sont Canon, Sony, hein, souvent qu'on a en tête. Voilà. C'est sûr qu'il y a quelques petits trucs des fois. Alors l'interface déjà de l'autofocus, moi j'en ai déjà parlé quand j'avais des Fuji. C'est quand même pas celle de Canon ou Fuji du tout. Hein, on n'a pas autant de liberté de choix dans l'autofocus. Et puis, on n'est quand même pas à l'abri d'un peu plus de pompage. Alors en photo, c'est un peu plus dur à mesurer, mais en vidéo, on le voit très bien. Hein. On en a des pompages. Donc, alors, je le sais parce que j'ai eu un XS20, même si je ne l'ai plus maintenant. Et j'ai vu, notamment en tournant des vidéos comme ça à face cam, que j'avais en dérochant, hein, qu'il y avait des pompages. Bien. Voilà. Alors, cette petite remarque mise à part, on va dire que c'est quand même un bon autofocus, voire un très bon autofocus. Ensuite, alors les différences par rapport au XT5, ça va être déjà le viseur, hein, mais ça c'est classique sur ces gammes-là, c'est comme ça qu'il segmente un peu. Hein. Donc le viseur est moins bon que sur le XT5, il est surtout beaucoup plus petit. Voilà, ça c'est presque plus important, je trouve, que la résolution dans le viseur. Ça sera évidemment beaucoup moins agréable de viser avec un XT50 qu'avec un XT5. Il n'a qu'un port de carte mémoire, hein, bien sûr, et il n'est pas tropicalisé. Bon, voilà, un peu comme le XS20 d'ailleurs. Et il a du coup, vu sa taille, puisque Fuji l'a voulu assez plat, hein, contrairement à un XS20 qui a une grosse poignée, et ben, du coup il ne peut pas bénéficier de la grosse batterie, alors que le XS20 a la grosse batterie. Donc une fois qu'on a dit tout ça, pour la photo il reste la partie rafale. Donc la rafale est la même que pour tous les boîtiers Fuji qui ont ce capteur 40 mégapixels. Je ne vais pas redétailler. Hein. Les chiffres. Ce qui n'est pas pareil, c'est le buffer. Alors, il faut savoir que le buffer, déjà sur un XT5, c'est un vrai problème quand on fait de la rafale, notamment en obturateur électronique hein, et en RAW, hein, évidemment. Bah là, il faut se dire que ça va être encore pire sur ce XT50. Donc, ça ne va vraiment pas être son domaine de prédilection, même si le taux de rafale en lui-même est pas mal. Hein, bien sûr. Et puis surtout, alors comme tous les boîtiers Fuji, il a, et ça c'est génial, le prédéclenchement que moi j'aime tant. Voilà, et donc là, Fuji fait pas du tout l'impasse hein, sur aucun de ses boîtiers, d'ailleurs, même sur le X106. Hein. Donc ça, c'est assez génial. Alors, ensuite en vidéo, ben, il a, je pense là, on peut dire, hein, tous les modes vidéo attendus. Hein. Aujourd'hui, en 2024, même s'il est soi-disant un peu plus pensé pour la photo, il a bien entendu du 4.2.2 et surtout du 10 bits, hein, parce que là c'est devenu un peu maintenant le standard, le 10 bits. On a la 4K jusqu'à 50-60, voilà. Et alors là le truc c'est quand même il y a un crop, donc faut regarder hein, si vraiment c'est important pour vous, mais enfin il y a un crop en 4K 50. Alors pas autant par exemple qu'en plein format sur un Sony A7 IV ou un Panasonic S5 II ou un Nikon Z6 II pour l'instant, puisqu'on n'a toujours pas de Z6 III, où eux ils ont des crops à 1.5. Hein, voilà. Là c'est pas autant, mais enfin c'est un crop qui se voit quand même. Voilà, pour la partie vidéo, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si, il va faire de la 6K, oui, à 30 images par seconde aussi, hein, là, pour recadrer verticalement les vidéos. Bon, ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, bah, l'écran, oui, voilà, l'écran. Alors ça, c'est le choix de Fuji de dire
comme, alors je parle à leur place, comme nous ne voulons pas développer un écran génial comme l'a fait Sony sur l'A7R5 ou le A9 III qui contente les deux mondes, eh bien nous choisissons de mettre un écran orientable uniquement dans l'axe optique sur le XT5 et le XT50 et un écran sur rotule sur les autres boîtiers. C'est comme ça. Alors celui-là, en plus, il est orientable que au bas. On ne peut même pas l'orienter latéralement comme sur le XT5, ce qui est quand même un peu dommage hein, dans certaines prises de vue. Là, pour le coup, c'est bien beau de vouloir toujours dans l'axe optique, mais c'est dommage de se priver un peu de ce genre d'angle de vue souvent originaux, on va dire. Alors maintenant, si on analyse un petit peu plus en profondeur, on va dire l'arrivée du capteur 40 mégapixels, est-ce que c'est vraiment judicieux? Alors, si on suit la logique de Fuji, oui, puisque ce capteur 40 mégapixels, bah, clairement, oui, il va mieux au boîtier orienté photo. On n'a pas besoin de 40 mégapixels en vidéo, sauf à vouloir faire de la 8K. C'est pour ça notamment que le XH2, il a ce capteur 40 mégapixels. Mais voilà, là c'est de dire, bon, maintenant on a dans notre gamme un capteur 26 mégapixels et un capteur 40. On met le 40 dans les boîtiers plus orientés photo et le 26 dans les boîtiers un peu plus hybrides. Jusqu'où cette logique, enfin je veux dire, où sont les limites de cette logique? C'est à chacun de le dire. Disons que là on arrive sur le problème, je pense, majeur, c'est que ça le met à 1500 €. Et c'est entre autres dû à ce capteur 40 mégapixels. Hein. Alors là, c'est un peu délicat parce que son prédécesseur, même si, encore une fois, il amène beaucoup de choses en plus, et puis son prédécesseur est sorti vraiment il y a longtemps, donc c'est dur de comparer comme ça. Mais enfin, si vous voulez, psychologiquement, on va dire, la série XT à deux chiffres de Fuji a toujours coûté sensiblement moins de 1000 €. Et aujourd'hui, on retrouve ce XT à deux chiffres à 1500 €. Bon. Et alors, du coup, il est même du coup plus cher qu'un X1620, bah oui, parce qu'il a le capteur 40 mégapixels. Bon, bah je sais pas. Moi, personnellement, je trouve le X1620 plus équilibré. Je pense pas qu'on ait souvent besoin des 40 mégapixels, surtout sur, enfin, j'allais dire, quand on fait vraiment beaucoup de photos animalières, par exemple, oui, un capteur haute résolution, c'est intéressant, mais j'imagine pas trop qu'on va aller faire souvent de la photo animalière avec des gros téléobjectifs, là, sur ce XT50. Donc, bon, alors, et autant sur un X106, je l'ai dit dans ma vidéo quand il est sorti, oui, parce que ça, vu qu'il n'a qu'une focale fixe, ça permet de faire quand même un petit peu des recadrages qui compensent un tout petit peu le manque d'objectifs de plus longue focale. Mais là, c'est un boîtier objectif interchangeable. Donc, je ne suis pas sûr que le rapport entre l'utilisation du capteur 40 mégapixels, enfin les 40 mégapixels, pardon, ne vont pas servir souvent. Donc si on fait le rapport entre ce qu'ils apportent, les 40 mégapixels, et l'augmentation de prix que ça fait, je ne suis pas sûr que ce soit super judicieux. Alors bon, après il aurait peut-être fait un peu doublon aussi avec le X1620, mais bon. Donc moi je continue encore et je répète, hein, mais je trouve que le X1620 est plus adapté. Surtout que du coup le X1620 maintenant il est un peu moins cher, même s'il n'est pas donné quand même. Il a tout pareil à part le capteur, hein, que évidemment ce XT50, sauf qu'il a la grosse batterie, et bah oui, ça fait quand même une sacrée différence d'autonomie. Je me demande s'il n'a pas un viseur un tout petit peu plus large, alors ça faudrait vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a une rafale et un buffer meilleur. Ben oui, il a que 26 mégapixels, enfin que, entre guillemets bien sûr. Et puis, en vidéo, il lâche absolument rien, il a rien en moins que bien sûr, que ce XT50. Et puis, alors là, je sais que de toute façon, il y en a qui ne seront pas convaincus par ce que je dis, mais enfin, il a un écran sur rotule que n'a pas le XT50. Voilà, donc bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi vous dans les commentaires. Alors, ça reste quand même un beau boîtier. Alors oui, il est beau aussi, voilà, il y a quand même ça qui compte, hein, bien sûr, il est beau. Et puis, ah oui, dernière remarque, ça vous a pas échappé, il a la molette qui servait, alors, sur le XT5, c'est la molette des ISO,
Sur la série XT à 2 chiffres, c'était les modes d'entraînement. Et ils ont remplacé ça par une molette des simulations de films, chères à Fuji. Alors, c'est sûr que les simulations de Fuji, c'est les meilleures du marché, hein, clairement. Les autres marques ont aussi des simulations qu'ils appellent profil d'image, hein. C'est la même chose, évidemment, sauf que celles de Fuji sont mieux travaillées, sont plus fines, hein, bien sûr. Mais alors, par contre, elles ne s'appliquent qu'en JPEG. Donc, ça veut dire que ce boîtier, il est avant tout destiné à prendre en JPEG. Alors, là aussi, c'est un truc un peu, moi, qui me fait un peu drôle, c'est-à-dire se dire qu'on destine un boîtier hybride aujourd'hui en 2024 plus aux photographes, on va dire, hein, vraiment plus aux photographes, mais que par contre on privilégie le JPEG, c'est étonnant, hein, c'est-à-dire que, alors oui, par contre il fait des très beaux JPEG, hein, c'est pas le problème, enfin. Moi, si aujourd'hui je fais des photos avec mon appareil photo et pas avec mon smartphone, alors c'est évidemment pour certaines focales, c'est sûr, pour la basse luminosité, tout ce qu'on veut, et c'est aussi parce que je peux prendre en RAW et j'ai une latitude de retouche derrière, évidemment, que n'ont pas les JPEG, hein, et c'est enfoncer des portes ouvertes, je pense que de le dire. Mais enfin, bon, voilà, moi ça me fait toujours drôle de voir qu'on sort un boîtier en disant il est prévu plus pour prendre en JPEG. Bon, bref. Voilà, ah oui, dernier petit truc quand même, ce qui différencie le XS20, hein, bien sûr, et ce XT50, c'est aussi l'ergonomie, hein, qui est le PSM, je ne sais pas comment vous préférez, sur le XS20, alors que c'est l'ergonomie, alors attention, je vais mettre des gros guillemets, classique de Fuji sur ce XT50. Alors pourquoi des guillemets? Parce que déjà, il n'y a pas de roue des ISO, donc ça veut dire qu'on n'a pas le vrai triangle d'exposition sous les yeux. En plus, les objectifs qui vont aller majoritairement sur ce XT50, à commencer par le zoom de kit, qui encore une fois doit être très bon, là, ce 16-50, et qui a une très bonne plage focale, ce 16-50 de 8-4-8, et ben, il n'a pas une vraie bague d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en a une, certes, de bagues, mais enfin, moi je vois sur mes Canon aussi, j'ai une troisième bague sur la plupart de mes objectifs, et je peux mettre l'ouverture si je veux dessus, hein. Sauf que je ne le fais pas. Je veux dire, c'est des bagues qui ne sont pas sérigraphiées, qui n'ont pas de butée. Et c'est la même chose sur cet objectif Fuji, par exemple, et sur d'autres, hein. C'est-à-dire que chez Fuji, si vous voulez vraiment avoir la bague d'ouverture sérigraphiée et tout, il faut taper dans les objectifs haut de gamme, hein. C'est peut-être pas ceux qui prioritairement iront sur ce XT50, quoique vu son prix, finalement, bon, bref. Toujours est-il que cette notion d'avoir toujours le triangle d'exposition parfaitement sous les yeux, c'est valable sur un XT5 à condition d'avoir un objectif haut de gamme de Fuji. Vous voyez, donc ça ne sera déjà pas le cas sur ce XT50 et encore moins si on ne met pas un objectif haut de gamme, il n'y a plus que la roue des vitesses, quoi. Donc finalement, l'un dans l'autre, la différence vraiment par rapport au mode PSM du XS20, elle n'est pas si abyssale que ça, hein, en réalité. Pour terminer, on va parler donc comme promis de la concurrence. Alors, concurrence, difficile à dire, hein, parce que évidemment le look Fuji, notamment de ce XT50 qui est tout joli, pas gros, tout, ça cadre pas forcément avec la concurrence directe dont on va parler. Mais enfin, on peut quand même s'interroger, vu le prix, sur ce qui est en face quand même, quoi, hein. Alors, qui fait de la PSC déjà? Oui, Canon, Nikon et Sony, en plus de Fuji. Alors, chez Nikon, ouais, ils sont pas ambitieux du tout, leur boîtier APS-C, donc on ne va pas trop en parler, puis ils sont pas tout jeunes non plus. Chez Sony, jusqu'à la sortie du A6700, c'était presque un peu la même chose que chez Nikon, mais depuis quand même bientôt un an, on a le A6700, et ouais, quand même, ça fait une différence avec ce XT50. Alors, où est la différence? Déjà, quand même dans l'autofocus, hein, l'autofocus Sony, là, qui est le dernier, hein, qui est dans le A6700, il est quand même un peu au-dessus de celui qui est dans le Fuji. Après, bon, en photo, il va pas faire beaucoup mieux, en fait, et puis il a, entre guillemets, que 26 mégapixels, puis là, c'est le talon d'Achille de Sony, hein.
comme ils ne sont pas fichus de faire une rafale en électronique qui dépasse la mécanique, eh ben, il est encore moins bon que ce XT50 en rafale en électronique, il est même carrément moins bon. Hein. Et alors, par contre, évidemment, il a un meilleur buffer, mais ouais, sauf que la rafale est beaucoup plus courte, et puis il n'a pas le prédéclenchement. Donc ça commence à faire beaucoup. Il a une bonne stabilisation, et en vidéo, il va être quand même un petit peu plus complet que, voilà, que ce XT50. C'est à peu près tout. L'avantage de Sony, c'est qu'on a un parc d'objectifs, on va dire, conséquent. Mais enfin, bon, chez Fuji aussi, donc finalement, c'est pas ça la grosse différence. Et puis, le viseur, c'est un peu pareil, finalement. Hein, on va dire, on tombe un peu dans les mêmes défauts. Alors lui, par contre, il a bien un écran quand même orientable. Voilà. Il a bien une grosse batterie. Voilà, que n'a pas non plus le Fuji. Hein. Et puis, bon, il est quand même un petit peu plus cher, malgré tout. Hein. Alors, il n'y a pas une grosse différence, justement, c'est pour ça qu'on peut légitimement se poser la question. Donc ça, c'est pour Sony, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et puis, donc, il reste Canon. Et là, je pense que le plus problématique par rapport à ce Fuji, si on met l'esthétique de côté, bien sûr, c'est quand même Canon. Parce que chez Canon, on a quand même le R7 qui est au même prix. Et le R7, c'est quand même autre chose en photo, hein. Là, pour le coup. Alors, faut-il rappeler que le R7, là, lui, il est tropicalisé. Lui, il a une grosse batterie, bien entendu. Il a un double port UHS 2, hein, que là, il n'y en a qu'un, hein, évidemment, sur le Fuji. Une ergonomie, quand même, où on l'a mieux en main, notamment avec des gros objectifs, hein, c'est sûr. Et puis, une rafale et un buffer qui sont nettement meilleurs que ce XT50, même si le buffer du R7 n'est pas non plus dingo, hein, mais il est clairement meilleur, ça c'est sûr. Et puis, alors on pourrait dire, oui, mais toujours pareil, le Fuji, il amène un capteur 40 mégapixels. Oui, mais là, la différence, elle est plus aussi frappante. Parce que le R7, il a un capteur 32 mégapixels. En APS-C, c'est déjà pas mal, hein, quand même, finalement, quand on y pense. Donc, l'un dans l'autre, je sais pas. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, on pouvait rétorquer, moi le premier. Hein. De toute façon, l'APS-C chez Canon, c'est de la rigolade, puisque de toute façon, ils servent qu'à être des téléconvertisseurs de luxe pour les pleins formats en longue focale. Typiquement, moi j'en ai un de R7, et c'est un peu à ça qui me sert par rapport à mon R6 II. Mais comme vous le savez, la donne a changé, puisque on a eu l'ouverture à Sigma, en APS-C pour l'instant justement, hein, aux objectifs Sigma. Et là, ça change la donne, parce qu'on a les mêmes chez Fuji, justement, le 18-50 f2.8, le 10-18 f2.8, les focales fixes 1.4, voilà. Alors chez Fuji, évidemment, il y en a encore plus, hein, bien entendu. Mais enfin, quand même, je trouve que la question se pose là, hein, au même prix qu'un R7, quand même, je trouve que c'est un peu lourd, quoi. Et le R7, il a aussi une très bonne stabilisation, voire peut-être meilleure, et il fonctionne beaucoup plus en double stabilisation avec les objectifs. Voilà, donc ça fait beaucoup. Il a l'ergonomie Canon qui, enfin, globalement, je peux vous le dire, hein, gestion de l'autofocus, la gestion du tactile, enfin, ça n'a rien à voir avec un Fuji, hein, au désavantage de Fuji, là, pour le coup. Voilà, au niveau concurrence, on verra bien, mais ouais, je trouve qu'il est un peu cher quand même. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ce XT50. Et puis on essaye de se donner rendez-vous, je ne sais pas trop quand. Alors je pense que vous n'avez pas loupé l'annonce de développement du Canon R1. Hein, l'annonce de développement, le truc il est attendu depuis, je ne sais plus combien, 3 ans de pied ferme, quoi, depuis la sortie du R3. Et là ils annoncent qu'ils le développent. Oui, on ne s'en doutait pas en fait. Bref, ah oui, ils ont quand même mis une photo de face. Voilà, voilà. C'est un boîtier monobloc, quoi, qui ressemble à un boîtier monobloc. C'est tout, aucune fuite des spécifications, rien du tout. Donc, c'est ce qui intéresse forcément. Donc, voilà, on n'en parlera pas plus. Tant qu'on n'a pas d'annonce officielle, c'est-à-dire certainement après les Jeux Olympiques. Hein. Et puis, on attend, à plus ou moins court terme,
Le Canon R5 Mark II, qui, alors lui pour le coup je trouve est plus intéressant que, enfin, que le R1, c'est pas la même gamme, mais parce qu'il risque quand même ça risque d'être pas mal quand même, hein. C'est-à-dire que là il va venir concurrencer très clairement le Z8. Alors le R5 actuel concurrence déjà bien le Z8, hein. C'est juste que le Z8 il a quand même un capteur empilé, quoi, hein, de 45 mégapixels, et d'après là tout ce qui se murmure comme rumeur vraiment sérieuse, le R5 Mark II aura aussi un capteur 45 mégapixels empilé, hein, mais avec derrière l'autofocus Canon qui aura en plus progressé, certainement, puisque ça sera un nouveau processeur, hein. Donc ça risque d'être pas mal, ça risque d'être pas mal. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.